Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'aérien FESAMI. Quelles opportunités pour vos organisations? Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Christophe Carrette, directeur des Sales Corporate chez Amadeus, Absolument. grand acteur technologique de l'industrie du voyage, et Didier Périgot, catégorie manager chez Thales. Absolument. Bonjour. Bienvenue à vous Bonjour. deux. Merci de votre Bonjour participation. à toutes et à tous. Et puis Amélie Berwex, donc je serai votre animatrice et je suis sur le cabinet de conseil Axis Odyssée spécialisé en travel and expense. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce webinaire? Eh bien, aujourd'hui, on parle beaucoup des changements dans l'organisation de l'entreprise, des impacts de la crise, mais il faut savoir que côté industrie aérienne, il y a eu aussi énormément de changements. Certains qui avaient déjà été initiés largement avant la crise Covid, et puis d'autres qui se sont un petit peu accélérés. Et ces impacts ne sont pas uniquement pour les acteurs du domaine, mais également en fait pour les entreprises qui utilisent ces services. On s'est dit qu'il y avait 3 impacts majeurs intéressants à aller identifier. D'abord, la pression sur tout ce qui est enjeux environnementaux, puisque c'est le sujet tendance du moment. Il y a des façons de faire différentes qui sont attendues de la part de ce secteur. Une grande modification aussi sur la gestion des tarifs et sur les pressions qu'il peut y avoir du marché qui vont entraîner, on pense, des impacts sur le revenue management dans ce secteur. Et puis, on entend parler de rachat, de changement de route, etc. Ça aussi, forcément, pour les acheteurs et les travel managers, ça peut être très impactant. Alors, sur la partie enjeux environnementaux, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'avion comme étant très pollueur, etc. Mais c'est aussi un secteur qui est extrêmement innovant. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites d'un point de vue avancée technologique. Aujourd'hui, on sait par exemple que 70%, les avions sont 70% plus économes, entre autres en carburant, par rapport à il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est pas suffisant pour compenser l'augmentation du trafic. Et d'un point de vue entreprise, l'avion reste quand même un gros consommateur. Donc, grosse pression à la fois gouvernementale, sociétale, mais aussi des clients qui vont entraîner du coup des changements sur le marché. Et donc Didier, toutes ces contraintes-là imposées aux compagnies aériennes, et on ressent côté client, quels impacts ça a pour les acheteurs et travel managers? Quel impact ça a eu, entre autres au sein de Thales, ces changements-là? Bon, déjà, il y a des changements majeurs en termes de routes qui sont, notamment sur le domestique, qui sont soit supprimés, soit passés avec beaucoup plus de parts de marché sur le rail notamment. Bien évidemment, il y a beaucoup d'impact au niveau soit d'un acheteur, soit d'un travel manager. Il y a beaucoup de modifications nécessaires à faire sur l'ensemble des politiques voyage. Ça, c'est le premier aspect. Bien évidemment, une politique voyage n'est pas figée, donc on doit s'adapter continuellement en fait au marché et au changement du marché. On sait que les transporteurs ont des objectifs aussi en termes de carbone, donc il faut aussi qu'on puisse intégrer ça dans notre stratégie. Mais évidemment, on a aussi beaucoup de choses à faire sur le plan opportunités à saisir. Alors, que ce soit par le biais de la politique voyage, que ce soit par le biais de nos stratégies achats, que ce soit par notre animation de notre réseau agent de voyage, par exemple. Donc, on a quand même pas mal de travail. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a pas mal d'activités. Il y a un impact forcément sur les négociations également. On en parlera tout à l'heure. Il est évident que ça a un impact sur les cahiers des charges, ça a un impact sur la charge même de l'acheteur, et ça a aussi un impact sur l'évolution de l'acheteur. On repense le poste, en fait, avec ces changements. Absolument. Et cette prise de conscience qui est à la fois du côté transporteur, mais aussi du côté société, avec des objectifs qui sont parfois pas alignés, fait que, de toute façon, on doit communiquer le plus possible avec nos fournisseurs et nos transporteurs. Alors, il y a un autre élément aussi qui ressort souvent dans les discussions, ça va être la première étape quand on veut une politique environnementale sur le transport, ça va être déjà de calculer son empreinte carbone. Donc, c'est souvent la première étape dans laquelle sont les entreprises aujourd'hui. Et puis là, ça soulève du coup beaucoup de pression de la part des clients qui sont dans l'attente de chiffres beaucoup plus précis et d'informations en fait, des compagnies aériennes sur comment elles optimisent ces éléments-là. Et donc, forcément, on ne veut plus se limiter à un coût par kilomètre sur ce calcul. On veut quelque chose de beaucoup plus poussé. Jean-Christophe, pour toi, qu'est-ce que les compagnies aériennes ont fait jusqu'à aujourd'hui qui ont un impact du coup sur l'entreprise et entre autres l'acheteur? Oui, alors effectivement, il y a une prise de conscience qui est très très forte et qui est majeure.
de la part de l'ensemble en fait de l'écosystème, des compagnies aériennes qui elles-mêmes sont poussées, on parlait du gouvernement, et ça c'est hyper important, la pression aussi des corporates évidemment qui elles-mêmes, les entreprises ont des obligations de plus en plus fortes sur ces aspects-là, et donc les compagnies aériennes depuis un certain nombre d'années mettent en place des nouvelles solutions qui permettent justement de respecter un peu mieux la planète. Alors, il y a des solutions qui sont des solutions, je dirais, vol, donc complètement en vol, où d'ailleurs Amadeus se développe des systèmes technologiques qui permettent d'optimiser en fait les trajectoires, les routes, les temps de vol pour optimiser et polluer beaucoup moins, faire beaucoup moins de production de CO2. Ça, c'est en l'air. Il y a le sol aussi. Au sol, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de pollution due aux rotations. Et ce qui compte également, c'est d'optimiser les rotations au sol de telle manière à moins polluer. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément, une grande part de la pollution qui est au sol. Et on développe aussi d'ailleurs des solutions à base de logarithmes assez pointus, de logiciels, qui permettent aux aéroports d'optimiser cela. Alors après, c'est vrai qu'il y a ce qui est important, c'est la data en fait, puisque il y a la prise de conscience, il y a des moyens qui sont mis en place, qui sont en action, et après, c'est comment on arrive à piloter tout cela, comment les compagnies aériennes vont pouvoir communiquer la data, notamment au corporate, pour être sûr que tout le monde soit dans le bon axe, et que notamment les travel managers des entreprises puissent avoir accès facilement à l'information pour l'intégrer en fait dans des critères de politique voyage. Donc ça, après ça passe par des outils, bien sûr, ça passe par la technologie. La technologie ne fait pas tout également. Le rôle de l'agence, encore une fois, est toujours aussi stratégique et essentiel. Mais c'est vrai que pour le travel manager, ce qu'il faut, c'est que la compagnie aérienne puisse restituer dans les OBT, par exemple, l'information de telle manière à ce qu'au moment de la réservation, on puisse accéder à cette information avec un maximum de lisibilité, que l'information soit la plus lisible possible, au moment du booking, mais aussi en amont sur la préparation et sur la gestion de la politique voyage. Donc, ce que s'efforcent de faire aujourd'hui les OBT, c'est effectivement que ces critères environnementaux restitués sur le CO2 notamment, mais enfin c'est beaucoup plus large, soit intégrés dans la politique voyage, soit restitués au moment de la réservation de façon à responsabiliser davantage le réservataire, le voyageur, et je dirais aussi a posteriori, on ait des outils de pilotage et donc de reporting qui permettent facilement d'accéder à cette information et de rentrer les objectifs de l'entreprise, du travel manager, et de les faire matcher par rapport à cette information qui est restituée. Et puis, il y a un troisième aspect sur la partie technologique de restitution de la data qui vient pas forcément, qui peut venir d'au-delà des OBT et des agences de voyage. Ce sont des acteurs purement technologiques, je pense à des acteurs comme Microsoft, qui vont intégrer des datas et qui, avec l'intelligence artificielle, vont faire en sorte d'aider à la décision encore plus facilement et plus instantanément le voyageur pour optimiser ce déplacement avec un minimum d'impact carbone pour la planète. Très, très concrètement, ces outils-là vont vous permettre, donc c'est déjà en développement et ça existe déjà absolument, et ces outils d'aide à la décision vont permettre aux réservataires de se dire ce voyage-là, sur X critères, dont notamment le critère environnemental, je vais le faire peut-être avec un stop à tel endroit plutôt qu'un stop à tel autre, où je vais utiliser telle compagnie plutôt qu'à telle autre, et même je vais peut-être décaler mon voyage parce que pour X raisons, j'ai une optimisation qui va se faire 2 jours après. Donc c'est aussi là où on voit des changements. Absolument, ouais, on va au-delà du travel et en fait ce qui compte c'est que le travel et le core business de l'entreprise et les notions environnementales, des obligations environnementales soient complètement couplées pour une meilleure efficacité avec une information qui soit la plus fluide possible.
c'est très clair. Donc, ça devient un enjeu aussi data et technologique beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer en fait encore maintenant. Et du coup, ça veut dire une démultiplication potentiellement du nombre d'interlocuteurs avec lesquels il faut traiter. Est-ce que tu évoquais, Didier, le changement dans la relation entre le fournisseur et le client? Est-ce que du coup, ça aussi, ça a un impact? Comment elle évolue cette relation? Ça a des impacts à tout niveau parce que typiquement, alors un acheteur lance des appels d'offres, hein, c'est son métier. Les critères évoluent. Donc avant, on était beaucoup sur le prix, sur certaines conditions d'annulation, modification, des choses assez basiques. Hein. Et de plus en plus, on intègre en fait des critères qui sont environnementaux, RSE en général, pour essayer de diversifier déjà notre approche avec le fournisseur, parce qu'on sent bien qu'on est en décalage avec la volonté publique même d'aller vers une réduction du carbone et ce genre de problématiques. Donc on doit s'adapter à ça, parce qu'on a aussi des populations qui arrivent dans le monde du travail qui sont de plus en plus demandeurs de ce genre de choses. Donc c'est important de les intégrer. Et évidemment, comme je viens de le dire, il y a le voyageur qui doit être aussi recentré un petit peu dans tout ce débat-là, parce que typiquement, à la fin, c'est lui qui choisit, ou son assistante. Et de fait, on doit lui donner les moyens de choisir la bonne solution qui lui convient, donc à la fois économique, mais aussi sur le plan environnemental. Et aujourd'hui, il y a certaines limites. Donc, clairement, un outil, on voit, ça se développe, on en est encore qu'au début en fait, de cette relation-là et de cette relation technologique. Il est évidemment qu'on doit le replacer, donc cette personne au centre. Alors, il y a l'aspect aussi politique voyage, évidemment, qui va jouer. Où, de manière historique, on a une politique voyage pour restreindre des choses et pas offrir des solutions, malheureusement. Qui ne bouge pas beaucoup aussi. Qui ne bouge pas non plus beaucoup. Et donc, de fait, là, on a aussi un mode dynamique qui doit s'engager pour à la fois intégrer donc, ces enjeux environnementaux. Alors, je peux donner plein d'exemples. Hein. Ça peut être, bien sûr, le choix de l'avion versus le train, mais ça, c'est quelque chose de très classique qu'on fait depuis très longtemps. Les transporteurs nous aident parce qu'il y a un vrai mouvement là sur ces problématiques-là. Il y a aussi l'intégration, mais à tout niveau. Ça peut être le choix de la voiture, typiquement un véhicule vert, par exemple, pour la location de courte durée. Ça peut être certaines pratiques qu'on inscrit dans une politique voyage dans le séjour à l'hôtel, par exemple. On ne fait pas forcément la même chose qu'à la maison. Donc là aussi, il faut intégrer des choses en termes d'économie de l'eau, de la lumière, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se jouent là. En tout cas, par contre, il y a un enjeu fort, c'est le questionnement qu'on peut avoir par rapport à la méthodologie de calcul. Parce on a l'affichage en direct du carbone, mais par contre, la méthodologie, là encore, c'est quelque chose d'assez flou. On a beaucoup d'acteurs qui ont plein d'idées, plein de créativité. Et là encore, on parle des partenariats, être en accord aussi avec nos parties internes, nos personnes, HSE, RH, communication, parce que tout ça, ça dépasse complètement le rôle d'un acheteur. C'est plus en travel. Exactement, c'est plus du travel. Là, on est sur quelque chose de vraiment sociétal, quelque chose qui engage la société aussi à long terme, avec des engagements forts et qui ont des impacts sur les investissements de cette société. Concrètement, tu évoques la difficulté sur les méthodes de calcul. Je sais que vous avez beaucoup avancé sur ce sujet chez Thales. Concrètement, quand on commence à se préoccuper de cet aspect-là, on est confronté à quelle difficulté en fait face aux fournisseurs? De toute façon, il y a toujours les mêmes aspects. C'est déjà la qualité de la data au départ. Parce que là, ils ne sont pas tous égaux devant. Classique. Voilà, c'est classique. Et ensuite, la méthodologie qui est acceptée et la baseline qui doit être créée. Typiquement, les objectifs carbone sont toujours annexés sur une année de référence. Et donc, on doit avoir une baseline très solide avec les mêmes méthodologies qui ont pu évoluer dans le temps. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a un enjeu assez fort. En fait. Et après, c'est l'intégration et la juxtaposition de toutes ces données ensemble pour qu'elles se parlent. En plus, les mêmes dans le même tableau de bord. Donc là, on est en train de développer un tableau de bord spécifique pour ça. Donc avec air, train, hôtel avec une méthodologie spécifique, travailler avec l'agence de voyage. Et après, l'intégration de flux externes, notamment tout ce qui est loi de voiture. Ça veut dire qu'au moment du choix et au moment de la vie du contrat, l'acheteur ne peut plus être uniquement sur des sujets tarifs et même process interne. Il doit avoir une vision beaucoup plus globale en fait, des sujets pour pouvoir traiter des sujets d'entreprise. Absolument. Un acheteur ne s'arrête pas au contrat. Un acheteur devient personne interface de son entreprise pour gérer multiples problématiques, soit de data, soit d'adhérence aux politiques de voyage, soit de négociation pure, soit de revue de contrat de façon dynamique, donc, et de l'implémentation, tout ça. Et tout ça, il doit le prendre en compte dans ses choix forcément de fournisseurs en amont pour être appuyé sur les partenaires qui vont être. Les critères d'appel d'offres sont faits pour être discriminants. Exactement.
Alors, un autre élément dont on parle aussi beaucoup du coup, sur les aspects environnementaux, ça va être le biocarburant. Donc là, forcément, il y a parmi tous les éléments qui sont mis en place, hein, que citait Jean-Christophe, il y a le fait de prendre un carburant qui soit moins consommateur en CO2. Et donc, beaucoup d'entreprises ont été confrontées à, dans les négociations, ces discussions sur les biocarburants. Ça devient un enjeu un peu filière. Et donc, du coup, comment réagir quand on a des discussions avec la compagnie aérienne qui sollicite l'entreprise sur le sujet des biocarburants. Alors, du coup, Jean-Christophe, si tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est un enjeu qui ne concerne pas que la compagnie aérienne et pourquoi l'entreprise doit ou pas, d'ailleurs, se sentir concernée. Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est vrai que là aussi, ça part d'une prise de conscience. Déjà, c'est l'analyse au départ, la nécessité d'optimiser et de faire en sorte que la production de CO2 soit diminuée au maximum. Donc, il y a un travail qui est très important, je dirais, des compagnies aériennes, bien évidemment, mais pas seulement des compagnies aériennes. Aujourd'hui, je crois que l'utilisation des biocarburants, ça doit représenter 0,1% de la consommation de carburant. Donc, c'est assez faible. Les enjeux, c'est de monter à presque 5% d'ici une dizaine d'années. Donc, on voit qu'il y a une marge de progrès à faire qui est assez considérable. Mais en tout cas, les compagnies aériennes et surtout les avionneurs, en fait, donc Boeing et Airbus notamment, par exemple, sont dans une course à l'optimisation sur ces biocarburants parce que on se rend compte que l'impact positif en termes de production de CO2, il est vraiment majeur. Donc, il y a un travail très, très fort à faire là-dessus. Après, encore une fois, on est toujours sur de la restitution de données. Donc, il y a la prise de conscience, il y a l'action à la source, et puis après, il y a comment je communique cette information-là. Et donc, je reprends un peu le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que la TMC, donc l'agence de voyage, va restituer à l'entreprise ces informations-là? Est-ce que les outils technologiques, encore une fois, les OBT, donc les outils de réservation en ligne, est-ce que je vais pouvoir avoir facilement un accès à l'information et de me dire, eh bien, tiens, là, c'est telle compagnie et je sais que c'est Boeing, et ça va même assez loin, puisqu'en fait, on peut même aller sur le type de modèle d'avion, et ce type de modèle d'avion dernière génération va utiliser 30% de carburant. Donc, c'est une révolution qui est majeure parce qu'en fait, c'est un peu comme sur certaines voitures quand on passait au bioéthanol. En fait, l'idée, c'est pour les compagnies aériennes et pour les avionneurs de pouvoir opérer cette évolution sans changer complètement leur flotte. Donc, c'est technologiquement une prouesse assez intéressante. Petite parenthèse sur la technologie des avionneurs, et on sait très bien que les Boeing, Airbus et autres se livrent des combats incessants, à la fois pour utiliser ces biocarburants, mais en même temps pour en consommer le moins possible avec des matériaux qui sont plus performants, plus légers, pour optimiser aussi le temps de vol, etc. Donc, voilà. Et encore une fois, c'est le pilotage de l'information. Donc, on a vu l'importance de la TMC, l'importance de la qualité et de la lisibilité, de la disponibilité sur les OBT. Et nous, on croit beaucoup, je parlais de Microsoft tout à l'heure, en une intégration en fait des OBT, des solutions Cytric ou KDS ou Travelbook, peu importe, dans un environnement technologiquement plus fort, plus puissant, plus global. J'ai cité Microsoft tout à l'heure, qui, avec des technologies beaucoup plus rapides, beaucoup plus modernes et basées sur l'exploitation de l'ensemble de la data, va pouvoir restituer au travel manager, au corporate, au RH, au responsable sécurité, au responsable RSE de l'entreprise, l'intégralité et piloter cet aspect-là. Lily, tu vois, on parlait de tous ces environnements-là. Il manque encore le voyageur qui va prendre une décision ou l'assistant va prendre une décision. Il faut aussi que cette donnée soit intelligible, qu'elle ait du sens. Il faut aussi qu'on puisse éduquer ces personnes sur le choix. Prise de conscience. Exactement. Et est-ce que là, aujourd'hui, ça reste un challenge important pour l'entreprise, cette prise de conscience? Gros challenge. Gros challenge encore. Beaucoup de choses à faire en termes de communication, d'éducation et aussi d'interprétation de ce qu'il peut voir à l'écran en termes de décision. Oui, on parlait de
de l'importance. Alors, effectivement, il faut toujours accompagner ces voyageurs, toujours les former, des plans de communication, que ce soit dans les grands groupes aussi, dans des entreprises de taille plus modeste, où effectivement, il faut accompagner et sensibiliser le voyageur à ces aspects environnementaux très, très forts. Et je sais que l'ensemble des VT travaillent beaucoup sur la lisibilité. L'environnement, c'est un enjeu majeur, on l'a vu depuis quelques années, mais devient un enjeu majeur et l'ensemble des technos travaillent là-dessus pour que ce soit accessible aux voyageurs au final. Et ce qu'on voit aussi habituellement, c'est que le voyageur, pour l'influencer et le pousser vers là où on souhaite, il faut prendre en compte aussi ses besoins. Et ce qu'on voit dans toutes les études en ce moment qui circulent, c'est qu'il y a des priorités, des exigences en termes de voyage qui ont évolué de par la crise et de par les nouvelles générations qui commencent à voyager. Et donc, on est obligé aussi technologiquement de le prendre en compte pour s'assurer qu'on pousse aussi le voyageur vers les bonnes options environnementales ou autres. Et ça devient clé, du coup, je pense, sur la suite. Juste un petit point, ça fait partie aussi pour les entreprises d'un rôle, l'attractivité de l'entreprise. La RSE est aussi un élément important pour les nouvelles recrues des sociétés qui, ces générations milléniaux, etc., sont ultra sensibles à ces aspects-là. Donc l'acheteur aujourd'hui ne peut plus pas avoir conscience de ces enjeux d'entreprise en fait dans les choix qu'il fait et la relation fournisseur qu'il a. Alors un autre élément qui nous semblait aussi très important à discuter, parce que là il y a un impact clé aussi sur le rôle de l'acheteur et du travel manager, c'est tout ce qui va être la gestion du revenu management pour les acteurs du marché, mais surtout les compagnies aériennes. Aujourd'hui, elles ont des belles activités, clairement, mais elles ont eu aussi, du coup, à faire face à beaucoup plus de contraintes sanitaires, exigences clients, etc., des évolutions dans les attentes de services, et puis aussi beaucoup plus d'incertitudes sur ce que va être le remplissage des avions, etc. Donc, on ne peut que penser que c'est le début d'un nouveau modèle en termes de pricing, de remplissage, qui va forcément avoir un impact sur la façon dont l'acheteur négocie et sur comment pousser le voyageur vers les meilleures options. Donc, est-ce que, Jean-Christophe, est-ce que tu penses que cette tendance va se poursuivre là, après la crise, ou est-ce qu'au contraire, on va revenir sur un truc un peu plus stable et on va retrouver des repères qu'il y avait avant? Comment tu envisages ces aspects-là? Il y a ma vision, effectivement, je vais partager, et puis il y a aussi quelques études et puis des tendances qu'on voit déjà se préfigurer. Mais ce qui est clair, comme tu l'as dit, il y a eu la crise sanitaire, ça n'échappe à personne. Donc, un marasme important quand même pour les compagnies, le monde des compagnies aériennes. Mais même avant ça, il y a une volonté des compagnies aériennes d'aller chercher des revenus, en fait, tout simplement. Donc, d'aller chercher des revenus parce que la crise va l'accentuer, mais certaines compagnies ont disparu, d'autres ne sont pas à la rentabilité, certaines sont je ne cite pas de nom, mais soutenues par leur gouvernement respectif, etc. Donc, il y a vraiment une volonté d'aller optimiser. Puis, on l'a vu avec on parlait du SAF tout à l'heure. C'est des investissements qui coûtent très, très cher. Toutes ces nouvelles normes, on est bien placé pour le savoir. Par exemple, pour passer les portiques pour entrer dans les avions, il y a de plus en plus d'investissements technologiques qui sont faits pour faciliter l'arrivée du voyage dans les avions. Donc, X milliers de raisons qui font que la compagnie aérienne va augmenter ses prix. Et donc, pour répondre cette fois en un mot à ta question, non, ça ne va pas s'arrêter. Non, ça va continuer, ça va continuer. Et alors, je pense que on avait déjà assisté, nous qui sommes un petit peu dans le voyage depuis quelques temps, à des modèles économiques qui changent, à des revenus des compagnies qui ont baissé au fur et à mesure des années, à une intermédiation, puis une désintermédiation des tarifs sur la distribution. On parle un tout petit peu de NDC, mais on voit quand même arriver. C'est-à-dire qu'on en parle. Je sais que peut-être dans notre audience, il y a des personnes qui se disent oui, mais enfin, ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais là, on s'est rapproché du bord de l'eau, on est au bout du plongeoir, et puis dans quelques semaines, voilà, ça va basculer. On voit déjà que cette libéralisation totale des tarifs, elle est appliquée dans le loisir, assez massivement. Ça va suivre. Et donc, dans le travel, les pourcentages sont encore assez faibles, inférieurs à 10%,
mais petit à petit en business travel, ça va également monter considérablement. Je dirais et là, l'enjeu pour les entreprises, c'est évidemment de rester complètement éveillé, connecté, parce que l'offre tarifaire va être de plus en plus volatile, multicanal, et il y aura toujours des outils dans lesquels on va pouvoir aller chercher les tarifs. On parle des GDS, on parle de MDC, on parle d'agrégateurs, etc. Ce qui est important pour une entreprise, c'est justement de donner la possibilité à ses voyageurs d'avoir accès le plus simplement possible, avec toujours, j'insiste sur ce mot, la lisibilité sur les tarifs, pour pouvoir une fois prendre un tarif classique, une fois prendre un tarif corporate, une autre fois prendre un tarif MDC. Voilà, donc cet aspect, nous on considère que l'aspect multimodal d'accès à la tarification, il est clé. Et là encore, la technologie permet, certaines technologies, pas toutes cette fois, permettent d'accéder à l'intégralité de cette offre. Donc l'acheteur doit s'en préoccuper au moment en fait, où il choisit ses partenaires, parce que toutes les options ne sont pas possibles avec tout le monde. Et en fonction de ce qu'il a besoin, il doit s'interroger sur ces aspects-là. C'est vrai que quand je dis l'acheteur, il le sait très bien, et il en est la preuve, doit être à fond éveillé sur ce qui se fait et en contact très, 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 encore plus proche. Tu l'as dit tout à l'heure, l'acheteur, il n'est pas là juste pour négocier un contrat avec sa compagnie et faire appliquer le contrat, c'est pas ça. Il est là vraiment pour veiller à faire en sorte que sa politique de voyage soit appliquée et que ces tarifications soient bien intégrées, captées et pilotées par les voyageurs. Alors, au-delà de cette partie purement maîtrise des coûts et canaux de distribution, est-ce que du coup, cette façon de gérer des compagnies ont un impact plus global pour l'acheteur ou le travel manager? Est-ce qu'il y a d'autres éléments en fait? Oui, l'acheteur doit faire un 360 complet sur sa fonction. Bien sûr, il négocie des contrats avec des compagnies aériennes, des trains, etc. Et ça, c'est son boulot de base. Mais je dirais aujourd'hui, c'est plus un tarif de protection plus que d'optimisation. Donc, il va négocier un tarif sur Paris-New York avec Air France dans une classe spécifique. Très bien, c'est fait. Ça ne veut pas dire qu'on l'a utilisé. Ça ne veut pas dire qu'on l'a bien utilisé en fonction du besoin du voyageur. Donc, l'acheteur, il a déjà ce rôle-là, donc contrat, d'être éveillé sur déjà la partie utilisation de ces lignes-là, des routes, qu'est-ce qu'on a utilisé, quel type de classe on a utilisé, quelle utilisation on en fait, etc., etc. Il y a le deuxième aspect après, c'est déjà, tu l'as dit très bien, c'est déjà que ce soit bien chargé, parce que ce n'est pas le cas tout le temps. Déjà, il y a un gros effort là d'audit à effectuer sur la partie à la fois TMC et à la fois outil. Ça, c'est classique. Il y a un troisième aspect après, c'est la partie respecter les choix qui sont faits et donner de la visibilité à celui qui va prendre la décision. Et là, ça se complique un petit peu parce que les outils, même si l'ergonomie est de mieux en mieux, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles pour une assistante qui vient d'arriver ou quelqu'un qui a 65 ans et qui était habitué à certaines tarifications, mais ces tarifications, elles évoluent tout le temps. Elles évoluent tout le temps. Et là, en fait, les compagnies aériennes ou autres sont très créatifs sur la partie tarif et options. Et ça, on va en revenir après, parce que c'est un deuxième aspect. Mais déjà, la partie tarifaire, ils sont très créatifs et ils sont très dynamiques aussi dans les changements. Je vous le rappelle, tous les tarifs sont indexés sur les tarifs publics, principalement. Donc, les tarifs publics, on n'a pas quelqu'un qui veille tous les jours à regarder que le tarif sur New York, il a évolué ou pas. Donc, on a toute cette partie veille. Donc, celle-ci ne peut pas se faire seulement par l'acheteur. C'est pour ça que moi, je préconise, et c'est ce qu'on empêche chez Thales, typiquement, c'est déjà, on a un regard avec la TMC qui est très, très proche, donc, tout le temps en contact. Et après, je pense que dans certains cas, il faut se faire accompagner. Je vais faire la pub pour Actis aujourd'hui, mais il faut se faire accompagner de temps en temps parce que l'expertise n'est pas forcément au niveau de l'entreprise. Elle est quelquefois au niveau de la TMC, et elle est quelquefois à l'extérieur de la TMC. Donc, il faut faire attention à ça. Après, il y a la partie, au-delà du coût du billet d'avion, il y a beaucoup de choses qui se greffent et qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui. Les frais ancillaires, typiquement, alors, tout le monde en parle, etc. Mais il y a beaucoup de mythologie aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Et typiquement, il faut que l'acheteur soit aussi en contact avec la note de frais. S'il n'est pas en contact avec la note de frais, il perd déjà beaucoup d'éléments. On vient toujours sur la data. Exactement. Le repas, le siège particulier qu'il a pris,
le check-in, l'accès au lounge. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent finalement, quelquefois, doubler le prix du billet d'avion sur certains axes. Donc, il faut être très attentif à ça. Il ne faut pas hésiter non plus à négocier, parce qu'il y a des choses qui sont négociables. Typiquement, excédent de bagages, flexibilité, ce genre de choses, on n'y pense pas forcément. Mais ça fait des coûts derrière. Exactement. Quand on a des techniciens qui transportent 15 kg de matériel qu'ils peuvent mettre en soute, ça se négocie. C'est des choses qu'il faut aborder. Alors, les compagnies aériennes ne seront peut-être pas contents que je dise ça, mais en tout cas, tout se négocie. Un acheteur est là pour trouver des leviers. Levier de négociation, levier d'utilisation. Donc, le levier d'utilisation, il est plus délicat parce que là, ça impacte beaucoup de change management, beaucoup d'éducation du voyageur, de l'assistante, mais aussi quelquefois de nos travel managers même. Parce que le niveau de connaissance n'est pas forcément égal. Ouais. Ça positionne vraiment l'acheteur sur ces aspects-là comme un coordinateur de sachant dans l'entreprise ou à l'extérieur en complément, plutôt qu'une action plus individuelle dans la relation fournisseur et la négociation du contrat. Absolument. Et puis tu l'as dit, tu as parlé de l'aspect aussi. En fait, l'acheteur a un rôle vraiment de plus en plus global, au cœur du core business de l'entreprise, mais aussi on parlait de RSE tout à l'heure, de toutes les actions qui viennent se greffer à ça. Tu as parlé d'expense aussi, et nous, c'est notre stratégie chez Cytric, d'avoir une vision complètement globale, parce qu'on sait très bien que la dépense, et tu as très bien expliqué, ne s'arrête pas juste à la partie avion, billetterie, les ancillaires, on entend beaucoup parler, mais je pense que ça va énormément se développer. Donc là encore, ce qui est important, c'est que l'acheteur, un travel manager puisse laisser accès à ses nouveaux voyageurs ou à l'ensemble de ses voyageurs à l'offre, mais en même temps avec un certain contrôle, un certain pilotage. Et si ce n'est pas cadré, ça passe en note de frais et plus personne n'a de visibilité. Donc l'importance d'une vision end-to-end globale, elle est clé. Tu évoquais aussi, Didier, en préparant ce webinaire, le syndrome SNCF. Donc ça, oui, parce que là aussi, spécifiquement sur les tarifs, du coup, c'est aussi important. Clairement, là aussi, tous les transporteurs sont pas égaux devant le revenue management. On a des compagnies aériennes historiquement qui sont très très fortes sur le revenu management. On n'a plus de vendeurs au niveau de compagnies aériennes, on a des revenus managers, très clair. Ils arrivent avec des grilles de pricing, et puis là, ils ont des objectifs en termes de rentabilité, et voilà. Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà des grilles. Ça, c'est le premier aspect. Certains transporteurs, j'ai appelé ça le syndrome SNCF, désolé pour la SNCF, ils vont peut-être mal le prendre, mais la SNCF n'était pas prête à faire ça. Donc, on s'est retrouvé avec des gens en première classe, par exemple, à côté, donc en voyage d'affaires, à côté de familles qui ont bénéficié de tarifs qui étaient vraiment très abordables en première. Ils se retrouvent à côté de ça, et donc ils n'ont pas l'environnement à faire, en fait, qu'ils recherchent quand ils prennent un billet pro. Et donc j'ai appelé un peu vulgairement, désolé pour ça encore, syndrome SNCF, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les compagnies qui n'ont pas beaucoup de. En fait, dans les tarifs. Exactement. En fait, les gens sont opportunistes. Les décideurs sont opportunistes. Ils voient un tarif, les conditions, ils les regardent, mais vraiment très rapidement. Donc là, il y a toute cette éducation à faire sur un tarif, qu'est-ce que c'est, les conditions, et de décider, parce que c'est une vraie décision, de dire, OK, je pars à un certain endroit, j'ai besoin de cette flexibilité. En fonction de ça, je peux prendre un choix cohérent. Donc, on revient aussi sur la lisibilité de la donnée. Absolument. Du coup, aujourd'hui, c'est pas toujours des informations. Aujourd'hui, alors, on l'évoquait rapidement aussi tout à l'heure sur la partie NDC. Donc là, forcément, alors, on peut effectivement dire que beaucoup de choses ont changé en 10 ans. On arrive, comme tu dis, au bout du plongeoir. On parlait à l'époque de la fin du GDS, etc. Est-ce que là, voilà, maintenant qu'on est au bout du plongeoir, est-ce que la donne est un peu différente sur la fin du GDS. Voilà, sur le changement de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est si impactée par la NDC que ça? Alors, oui, alors c'est vrai que sur l'apparition de cette nouvelle norme qui permet de distribuer différemment, comme ça, la NDC, a un impact dans l'écosystème. Moi, ça fait 10 ans que j'entends parler de la norme GDS. Je pense que c'est un peu exagéré. Ce qui se passe en fait, c'est que les GDS, comme l'ensemble de notre écosystème voyage, évoluent et ont eux aussi, comme les compagnies aériennes, fait leur mutation et deviennent de plus en plus des acteurs technologiques clés qui vont aider les compagnies aériennes, les aéroports,
bien sûr les agences de voyage et également les entreprises. Donc oui, il y a une mutation qui ne se voit pas encore énormément sur cet aspect NDC, pas encore sur le business travel, comme je disais tout à l'heure, mais qui va vraiment s'accélérer. Et là encore, ce qui va être important pour les acheteurs, c'est de bien identifier dans les outils notamment, mais dans les outils couplés à l'agence de voyage. Parce que l'outil n'est pas tout seul. Donc, il y a l'outil, il y a l'agence de voyage, il y a le GDS, il y a la technologie et il y a l'humain aussi. Donc, tout ça, c'est un ensemble qui est fondamental. Et effectivement, tout à l'heure, je parlais du multimodal, mais le but, parce qu'on va assister à une transition progressive dans les années qui viennent sur ces aspects de tarifs NDC. Et donc, ça va durer plusieurs années. Hein. Donc, dans cette transition, nous, on pense qu'il faut vraiment avoir la possibilité d'offrir aux entreprises toujours les tarifs GDS, parce qu'ils sont encore là pour un certain nombre d'années. Bien sûr, déjà et de plus en plus, les tarifs NDC, donc l'offre NDC, et puis les offres, oui, l'offre pléthorique et volatile, encore une fois, du NDC, et puis garder, bien sûr, tout ce qui est low cost également, qui procède un petit peu de la même façon, technologiquement parlant, de distribution, pour que le voyageur, toujours de façon ultra lisible, le voyageur ou la personne qui fait sa réservation, mais c'est de plus en plus le voyageur, ce qu'on voit dans les entreprises, que ce soit complètement lisible et que ce soit sans friction. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz et que le voyageur se dise mais est-ce que ça c'est un tarif NDC ou dans la gestion de la politique voyage, est-ce qu'on va pousser les… Non, il faut laisser à la fois libre et en même temps canalisé, de telle manière à ce que le collaborateur, ce qui compte, c'est quand même la réalisation de sa mission. Alors, il y a les outils dont je parlais qui peuvent l'aider et l'influencer sur à quel moment optimiser sa mission en fonction du tarif. On parle de tarif, évidemment, et en fonction des autres critères qu'on a abordés tout à l'heure. Mais là aussi, le multimodal, ça ne fonctionne pas partout. C'est pas opérationnel partout, donc les acheteurs, les travel managers, là encore, il y a un boulot pour bien veiller à ce qui se fait où, avec qui. Et quand je dis où, je veux dire, ça peut se faire dans certains pays, pas forcément dans d'autres. Ça peut se faire avec certaines agences, pas forcément avec d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'acheteur ne peut plus forcément s'appuyer uniquement sur la TMC, par exemple, ou uniquement en interne. Il est obligé, lui, de maîtriser l'usine à gaz, en fait, jusqu'au bout de la chaîne, pour que justement, ce ne soit pas une usine à gaz derrière pour ses voyageurs. Mais s'il ne maîtrise pas, en fait, tous ces éléments, forcément, il va y avoir des impacts en termes de parcours. Ouais, tout à fait. Je pense que Didier va me confirmer. Il y a une connaissance absolue que doit avoir. Exactement. L'acheteur n'est pas mort, il renaît. C'était la question qu'on se posait. Mais oui, c'est ça. L'acheteur va continuer, il devient de plus en plus technologique. Hein. Il a de plus en plus de connaissances sur le travel. Alors, ceux qui arrivent sur ce portefeuille-là sont un peu perturbés au départ, parce qu'ils pensent que c'est juste une négociation, on met ça dans l'outil, c'est bon. Complexe. Non, la partie animation des contrats, la partie veille, comme on l'a dit tout à l'heure, est très très importante. Le processus de réservation, tu parlais de fluidité tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très important. Donc par exemple, on a lancé carrément des workshops en fait, sur la partie fluidité du processus. Parce que typiquement, c'est de plus en plus complexe. On a des contraintes low cost, on a des contraintes… Ça, c'est des coûts. Exactement. En interne, c'est des coûts, en fait. Souvent, qu'on a tendance à le temps, c'est de l'argent. qu'on n'identifie pas. Et ces coûts cachés, en fait, c'est ce qu'on disait en préparant, ils peuvent être plus importants parfois que la négociation. Absolument. Donc, ils sont importants à identifier. Alors, un dernier élément qui nous semblait important à discuter, donc on le voit dans la presse, il y a des changements sur le marché, il y a des rachats, il y a des sociétés qui font faillite, il y a des changements de route aussi qui sont soit poussés par des politiques gouvernementales, soit par les opportunités. Donc, on a de plus en plus de routes qui peuvent être soit monopolistiques tout d'un coup, soit au contraire beaucoup plus concurrentes. Donc là, l'acheteur, du coup, doit bien maîtriser ses besoins et ses destinations pour anticiper. Mais comment il s'y retrouve, en fait, parmi tous ces changements, en plus de toutes les problématiques sanitaires, etc. Didier, du coup, voilà, comment l'acheteur fait? C'est un équilibriste. Donc, il joue avec beaucoup d'éléments différents. Contexte industriel, contexte personnel de la société. Oui. Il peut y avoir des moments aussi où la société n'est pas prête à ce genre de choses, où elle n'a pas les ressources pour gérer ça.
Bien évidemment, la veille, on en a parlé, de toute façon, quand on connaît acheteur, on sait que c'est une composante très importante du métier pour être attentif à tous les leviers qui peuvent se présenter. S'il n'y en a pas qui se présentent, il faut les trouver. De toute façon, on n'a pas le choix. Un acheteur performant, c'est quelqu'un qui nous livre une valeur. Donc la valeur, on ne la trouve pas en négociant un tarif, un contrat, et hop, c'est fini, on n'en parle plus. Donc il faut qu'il soit attentif à toutes ces populations qui gravitent autour de lui, donc travel manager, HSE, direction RH, prestataire externe, finance, TMC, compagnie aérienne, plus les moyens de paiement, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas le sujet, mais il y a aussi cette complexité du paiement, comment je paye les frais ancillaires, et comment je paye les frais du billet. Et tout ça, ça doit être organisé. Donc, on compte beaucoup sur l'outil, la techno pour organiser un peu tout ça. On compte beaucoup sur la TMC quand l'outil ne fonctionne pas ou qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées. C'est trouver l'équilibre justement de l'utilisation des différentes ressources un peu dans toutes les directions ou tous les prestataires pour trouver quelque chose d'assez efficace. Et puis le marché évolue tout le temps. Donc on parle du low cost, on en parle depuis très longtemps de low cost. On a eu le low cost en courrier, on a eu des compagnies traditionnelles qui se lancent aussi dans des aventures, il faut être très clair, qui en plus rentre encore une complexité pour le voyageur. Paris-Rennes, est-ce que c'est Air France, est-ce que c'est Up, est-ce que c'est Transavia, est-ce que c'est est-ce que j'ai les mêmes conditions, est-ce que mon programme de fidélité fonctionne ou pas, est-ce que je vais avoir les mêmes conditions réelles, est-ce que mon excellent bagage aussi. Les préacheminements, est-ce que c'est la même société, du coup comment je fais pour payer, est-ce que ça marche, multimodal entre le train, le préach en train et mon voyage dans le courrier. Donc, il y a tout ça organisé, il y a tout ça communiqué aussi en interne. Donc, la partie communication, donc tout ce qui est intranet, documents, l'aide à la décision est vitale. C'est vital aujourd'hui. Donc, un acheteur qui n'est pas aussi communicant, quelque part, complètement en dehors du marché, qui perd beaucoup d'argent. C'est ça qui nous motive tous les jours, en fait. Un des freins qu'on voit souvent dans les organisations, avant qu'on conclue ce webinaire, c'est aussi que des fois, il y a un décalage entre ces attendus et ce qui fait sens pour l'entreprise et la façon dont la valeur de l'acheteur est monitorée. Et la valeur est souvent monitorée sur la négociation uniquement, alors qu'en fait, finalement, elle se trouve beaucoup en dehors de la négociation. Et ça, c'est un frein dans l'organisation. On milite beaucoup pour la partie gain, que ce soit toujours le gain, c'est toujours là, c'est logique. Après, sur la partie coéviter, là, il y a beaucoup de bagarres dans les acheteurs vont se reconnaître. Coéviter, c'est pas là tout le monde. Et puis après, il y a aussi rechercher des pistes d'opportunités. Clairement, le NDC peut être une opportunité. On n'a pas parlé de personnalisation de l'offre, etc. Mais c'est vraiment ça qui est en jeu. C'est j'ai un voyageur, j'ai l'habitude qu'il prenne ce type d'avion, il prend un paquet d'hôtel dans tel hôtel, il prend un taxi, etc. Je peux packager quelque chose de manière très construite et intelligente. Et après, il y a un deuxième aspect qui est très important sur la partie processus, on l'a vu, mais sur la partie un peu disruption. Donc, on est aussi attentif à ce que la qualité de service soit toujours là. Parce que si on parle acheteur et qu'on négocie les prix, on veut aussi de la qualité. L'équilibre doit être trouvé entre ce qu'on appelle les 3 P, people, planète, profit. Exactement. Pour que ce soit bien. Absolument. Alors, en conclusion de ce webinaire, ce qu'on peut voir, c'est que l'entreprise, elle bouge. Il y a des transformations qui vont bien au-delà du travel en termes de gestion de la data, en termes d'habitude de travail. On le voit, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc, elle commence en interne à mieux maîtriser en fait ces nouveaux enjeux. Mais il y a besoin d'avoir une prise de conscience que finalement, déjà, les partenaires avec lesquels elle travaille traversent les mêmes changements. Et il y a besoin de comprendre qu'il y a des opportunités à aller chercher dans les changements en fait dans l'écosystème et que sans les maîtriser en fait intégralement, il y a énormément de valeur en fait qui pourrait être perdue. Donc, comme on le disait précédemment, l'acheteur et / travel manager quand il fait les deux, ou alors le binôme acheteur travel manager en fonction des organisations, a vraiment un enjeu à devenir ce chef d'orchestre finalement pour optimiser et apporter de la valeur à l'entreprise qui ne se limite pas uniquement à la partie négociation. Avec un soliste qui est le BT et le TMC à côté. Il y a pas mal d'enjeux, clairement. Si on ne se parle pas correctement ou de manière pas très fluide entre ces acteurs, c'est quelque chose qu'on perd tout de suite beaucoup de valeur. On perd du temps à gérer les coûts cachés, plutôt justement à aller générer cette valeur qui est attendue. Ouais, donc, ce qui est très important avant tout, c'est aller à la recherche de l'information. Il y a un boulot de chef d'orchestre, bien évidemment, une fois qu'on a assemblé un petit peu toutes ces informations.
il y a un boulot de chercheur aussi, et de s'assurer que les technologies, les services, l'humain, le conseil soient là. Et rentrer dans un process aussi, je pense que c'est très important, d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne met pas en place quelque chose avec des partenaires, on met en place un fonctionnement de partenariat qui va être amené à évoluer, à co-innover dans la durée. C'est ce qui est essentiel. On est sur des solutions qui sont mouvantes en permanence. Donc, exactement. Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour votre participation à ce webinaire. On espère avoir répondu à vos questions. Et puis, pour les questions qui n'auraient pas pu être répondues, on se fera un plaisir de les adresser après le webinaire. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.